Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La France a mené dans la nuit de jeudi à vendredi de nouvelles frappes sur la Syrie. 2 rafales ont bombardé Raqqa et 6 djihadistes français auraient été tués. Les autorités françaises qui n'ont pas confirmé cette information, en tout cas sur la nationalité des victimes. Alors ces frappes françaises sont-elles légales? Peut-on parler d'exécution extrajudiciaire? Voilà les questions que nous allons poser ce soir à nos invités. À vous, Patrick Baudouin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et président d'honneur de la FIDH, qui est la Fédération internationale des droits de l'homme. Général Trinquant, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies et par ailleurs directeur des relations extérieures du groupe MARC. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre français Manuel Valls. Il était hier en déplacement à Amman, en Jordanie, où se trouve une base militaire française. On écoute Manuel Valls. Les attentats ont déjà eu lieu. Il y a eu des morts, compatriotes qui ont été tués par des terroristes. À partir du moment où nous savons que ces attentats ou les attentats se préparent ici en Syrie, au nom de la légitime défense, c'est une obligation que de frapper Daesh. Patrick Baudouin, elles sont légales, ces frappes françaises? Je ne pense pas qu'elles soient légales, en tout cas sur le fondement qui est invoqué par les autorités françaises elles-mêmes. Les autorités françaises ont invoqué le recours à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui permet à tout État, au titre de la légitime défense, d'utiliser le recours à la force militaire en cas d'agression armée. En cas d'agression armée, et jusqu'à ce que le Conseil de sécurité, qui doit être saisi d'ailleurs immédiatement par l'État en question, prenne les mesures adéquates, les mesures nécessaires. Alors, est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Est-ce que l'on peut dire que l'on est en présence d'une agression armée, d'abord? Je pense que non. L'agression armée, on est dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui vise les opérations de maintien de la paix. L'agression armée, c'est une agression au niveau d'un territoire, d'une frontière, entre États. Entre États. Là, l'organisation de l'État islamique, en effet, on ne la considère pas comme un État. Mais surtout, après, on utilise la légitime défense. Il faut rappeler que sur la légitime défense, il y a des principes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un danger imminent et il faut que la réponse soit proportionnée. Donc je crois que l'on se place dans le cadre de l'article 51, celui-là même qui est invoqué par les autorités françaises, ou même que l'on se place tout simplement sur le plan, je dirais, du droit de la guerre, en estimant qu'on est en état de conflit armé par ailleurs. Je crois que la riposte française actuelle, qui consiste donc à utiliser des frappes aériennes pour éliminer des djihadistes dans des camps, ne repousse pas sur des fondements légaux. On peut dire peut-être qu'elle est légitime, ça je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais sur la question de la légalité, Général Trinquant, est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Baudouin qui dit, si on regarde d'un point de vue légal, ces frappes ne le sont pas au regard de cet article 51 de la Charte des Nations Unies qui parle de légitime défense, mais en cas d'agression armée. Sommes-nous dans un cas d'agression armée? À partir du moment où des combattants entraînés, téléguidés à partir de Daesh, qui s'intitule comme un État au passage, il y a le droit de répondre à cette attaque. Je voudrais rappeler simplement que le 11 septembre, lorsque les Twin Towers sont tombés, la légitime défense a été invoquée pour attaquer en Afghanistan. Et je ne crois pas qu'on l'ait contesté à ce moment-là. Alors, il est vrai, j'ajoute, que le Conseil de sécurité a été saisi très vite après et que le Conseil de sécurité a réagi très vite. C'est d'ailleurs la France, le lendemain, qui a saisi le Conseil de sécurité pour faire jouer cet article au profit de la coalition menée par les Américains. Donc je pense que sur le plan de la légalité, sur la légitime défense, il faut faire très attention à la définition de la légitime défense en droit anglo-saxon ou en droit français. Là, nous sommes, et je m'adresse à un juriste, donc je me garderai bien d'aller trop dans le détail sur ces sujets-là, mais la légitime défense, proportionnalité, etc., ce sont des termes qui s'appliquent très bien dans le cadre de la juridiction française. Or là, nous ne sommes pas dans ce cadre-là, c'est un cadre international. Ensuite, nous venons effectivement au problème de la légitimité, qui est le fait qu'un État étant agressé, les formes, si vous voulez, à la limite, on pourrait dire aussi, le Premier ministre dit que nous sommes en guerre. Légalement, nous ne sommes pas en guerre. Je rappelle que la loi française n'a pas évolué et que normalement, il doit y avoir une déclaration faite au Parlement, etc. C'est très très contraignant. Le problème,
c'est que nos opposants jouent sur ces aspects juridiques et qu'ils pourraient très bien nous faire valoir, oui, allons prendre des avocats. Et puis, disons qu'il y a eu des assassinats extrajudiciaires. Alors ça, c'est la question qui se passe. Est-ce qu'on peut parler d'exécution finalement extrajudiciaire, comme le font au même titre les États-Unis lorsqu'ils utilisent des drones et qu'ils abattent des personnes? Est-ce qu'on est dans ce même cas de figure aujourd'hui? Soyons sérieux. Nous avons des soldats, ils s'intitulent soldats de l'islam, qui combattent pour Daesh et qui combattent aussi bien en Irak qu'en Syrie qu'ailleurs d'ailleurs, voire qui combattent en France. Ce sont nos ennemis, il n'y a absolument aucun... Est-ce que finalement Oui, mais est-ce que ça mérite la mort? Enfin, ce que je veux dire, c'est oui, bien sûr, c'est la mort. C'est-à-dire que ce sont nos ennemis, donc ils doivent mourir. Patrick Beaudoin, ça vous gêne ou pas? Ah oui, ça me gêne énormément. D'abord, je voudrais revenir... On parlait du 11 septembre. C'est quand même pas comparable. Le 11 septembre, il y a vraiment eu un acte terroriste qui a été accompli avec 2 ou 3 000 morts sur les tours. Donc il y a eu cette réaction américaine. Et pour ma part, j'ai été un des premiers à la contester sous la forme qu'elle a prise, car elle n'a pas eu non plus la légalité requise pour ce qui concernait l'Afghanistan. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Là, c'est plus une sorte de... Comment dire, on prête intention, et je reconnais que le risque existe, il ne s'agit pas de sous-estimer ni d'être naïf, la nécessité de lutter contre le terrorisme, c'est un droit et c'est même un devoir. Ce n'est pas la question. Mais là, pour l'instant, on a des gens qui sont partis s'entraîner dans des camps djihadistes en Syrie. Je rappelle qu'au départ, d'ailleurs, le motif qui a été invoqué, il y a eu un rétropédalage de la part de M. Manuel Valls qui a dit on ne vise pas seulement les Français. Au départ, il avait été annoncé que c'était une opération pour viser les Français qui partaient en Syrie pour s'entraîner dans des camps djihadistes. Bon, pour l'instant, ils ont une dangerosité, mais la dangerosité, il faut qu'elle s'exprime. Je veux dire, on n'assassine pas, ça devient des assassinats ciblés de précaution. C'est extrêmement dangereux, on prête des intentions. Il y a d'autres moyens en plus, je pense, de lutter, qui d'ailleurs existent légalement en France, c'est-à-dire la possibilité de les empêcher de partir. Je rappelle qu'il y a eu une loi récente qui a prévu ce dispositif, ou à leur retour, d'essayer de les interpeller, de les arrêter, de les juger, de les condamner. Tout ça, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, mais de là à dire on va aller là-bas sans fondement légal précis, et moi j'attends qu'on me donne le fondement légal précis, ça j'attends la réponse. Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas une résolution du Conseil des Nations Unies? Parce que si l'on réfléchit bien, la Russie, elle est censée, en tout cas c'est ce qu'elle dit officiellement, s'attaquer à l'organisation de l'État islamique. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire pour les 5 membres permanents. Allez, on va mettre la Chine en dehors. Bon, peut-être qu'il y aura peut-être un veto chinois, mais à part le veto chinois, finalement, pourquoi il n'y a pas de résolution aux Nations Unies? Est-ce que ce serait les Chinois qui diraient non? Non, mais parce que l'affaire a été mal emmanchée, si j'ose dire, sur la Syrie au Conseil de sécurité. La première résolution qui devait être passée, c'était pour frapper le gouvernement syrien, Bachir al-Assad, à propos des armes chimiques. La Russie s'y est opposée fermement, se souvenant en plus de ce qui s'était passé sur la Libye. Donc il y a eu... Le dossier a été mal engagé. Ensuite, la Russie, aujourd'hui, elle agit suivant un autre critère, qui est une demande du gouvernement légal, c'est-à-dire le gouvernement syrien lui a demandé d'intervenir. Comme nous intervenons en Irak sur la demande du gouvernement irakien. Je voudrais revenir un petit peu sur mais aujourd'hui, pardonnez-moi, Général Trinquant, vous qui avez travaillé aux Nations Unies, même si aujourd'hui la Russie intervient sur le territoire syrien à la demande de Bachar al-Assad, c'est, dit-elle en tout cas officiellement, pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Donc tous ces gens qui sont membres du Conseil de sécurité veulent tous lutter contre l'organisation de l'État islamique. Pourquoi n'y a-t-il pas demain une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vote une résolution? Parce qu'une résolution, ce sont des mots. Et dans les mots, on peut dire beaucoup de choses. Et l'accord entre la Russie et les États-Unis, par exemple, sur pourquoi doit-on frapper en Syrie, qui doit-on soutenir? Évidemment, les Russes diront on soutient le gouvernement de Bachar al-Assad, et forcément, les Américains le refuseront. Donc, il n'y aura pas d'accord sur la résolution. Donc, il n'y aura pas de consensus. En tout cas, il n'y aura pas de résolution des Nations Unies. Vous, Patrick Beaudoin, vous parlez d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire. Alors là, justement, il pourrait y avoir des plaintes aussi des familles, des victimes. Est-ce que la France pourrait être jugée, l'État français? Oui, il peut y avoir des plaintes des familles. Alors, on va rentrer dans le droit, car malheureusement, à nos yeux, je pense que vous ne serez peut-être pas de cet avis, il y a eu une modification du Code pénal français avec l'article, pour être précis, 698.2, qui a été adopté en décembre 2013 et qui prévoit maintenant que seul le ministère public peut enclencher les poursuites contre des militaires français
qui seraient susceptibles d'être poursuivis pour des actions sur des champs d'opération à l'étranger. Autrement dit, ça veut dire que les familles peuvent très bien dire on a envie de porter plainte, mais elles sont obligées de passer par l'intermédiaire du parquet, donc du procureur, procureur de la République, pour que l'action publique qui peut mener à la désignation d'un juge d'instruction, à une instruction, soit enclenchée. Ce qui évidemment risque d'être un obstacle parce que tout cela dépend du même pouvoir. Je rappelle que le parquet dépend du ministère de la Justice, donc du gouvernement. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'action. Parce que je pense que le poids de l'opinion publique pourrait aussi inciter le parquet, pour ne pas dire l'obliger, le contraindre à précisément ouvrir une information. C'est pour ça que je crois qu'il vaut vraiment beaucoup mieux éviter ce type de dérive et lutter contre le terrorisme, mais en restant dans la légalité, en ne commettant pas les erreurs américaines de l'époque Bush, où on est parti justement, on s'est affranchi du droit international et on est en train de le faire. Vous évoquiez tout à l'heure ce que fait la Russie, mais ce sont des alibis. Le gouvernement syrien a appelé M. Poutine. On sait très bien que M. Poutine, il n'attend pas que le gouvernement syrien l'appelle. En vérité, il poursuit son objectif. Et la France, qui a fait cavalier seul dans cette affaire, et c'est un des reproches qu'on peut lui faire, a unilatéralement estimé qu'au titre d'une légitime défense et au titre d'une soi-disant agression armée, elle pouvait intervenir. Je crois que c'est dommageable. Et je crois que la France, qui sait jouer parfois un rôle très actif dans le domaine, Laurent Fabius, par exemple, a essayé parfois de faire avancer le Conseil de sécurité, de le faire réformer. Eh bien, même si c'est très difficile, il faut s'adresser au Conseil de sécurité. Oui, mais Général Trinquant vous a expliqué qu'aujourd'hui, finalement, il y a de telles divergences finalement entre les nations, entre les Russes et les Occidentaux, qu'on n'arrivera pas à une résolution. Son avis sur la difficulté de l'exercice. Mais difficulté de l'exercice ne veut pas forcément dire impossibilité. On voit que les lignes bougent sur la Syrie. On voit que tous les États veulent intervenir avec des intérêts et des motifs évidemment divergents. Mais c'est quand même une occasion de revenir devant le Conseil de sécurité. Vous savez qu'il y avait eu un blocage du fait des vétos au départ russes et chinois. De revenir devant le Conseil de sécurité. Il n'est pas totalement exclu aujourd'hui qu'on puisse trouver quelque chose qui légalise les actions sur la Syrie. Et quel est l'impact? Je m'excuse de terminer, parce que je crois que c'est dommageable, car d'agir de cette façon, est-ce que c'est ces frappes françaises qui vont empêcher les candidats au djihad? Moi, je suis convaincu du contraire. Ça va faire grossir plutôt les rangs des djihadistes. Énormément de gens qui ont la haine de l'Occident. Il faut être clair, on le sait. Il y a une véritable haine de l'Occident. Il faut dire que les États-Unis ont une part de responsabilité forte dans ce sentiment que l'on ressent. Ce n'est pas en agissant de la sorte. Donc, ce n'est pas légal. C'est contre-productif, ça ne sera pas efficace, ça discrédite les démocraties de se comporter de cette manière. Général Trinquant. Oui, plusieurs points. Faut-il attendre d'avoir 3000 morts pour le faire? Puisque pour les tours, c'est possible. Quand il y a 10 morts en France, on ne le fait pas. Je ne pense pas que nos concitoyens approuvent ce type de solution. Attendons d'avoir 3000 morts pour pouvoir réagir. C'est le premier point. Deuxième point, je rappelle que nous sommes intervenus au Mali exactement suivant les mêmes critères que les Russes l'ont fait, c'est-à-dire à la demande de gouvernement. Doit-on nous reprocher aujourd'hui... Mais est-ce que le gouvernement de Bachar el-Assad est encore un gouvernement légal? C'est la différence peut-être du gouvernement malien. Non, mais c'est là tout le sujet. Je rappelle que c'est un gouvernement provisoire, le gouvernement malien. Oui, mais là, est-ce que le gouvernement de Bachar el-Assad est encore un gouvernement légal alors qu'il a 250 000 morts à son actif? C'est pour ça que quand on parle du Conseil de sécurité... au Conseil de sécurité, les gens continuent à en parler. Le problème n'est pas de parler du sujet, c'est de déboucher sur une résolution. Et déboucher sur une résolution, c'est extrêmement compliqué quand les points de vue sont opposés, en particulier, vous avez raison, sur le soutien du gouvernement légal. Et je rappelle que la Russie et la Chine sont très très fermes sur ces points-là. Ils ont le droit de veto. À partir du moment où il y a un gouvernement légal, c'est lui qu'on reconnaît et non pas une opposition. Donc je pense que, si vous voulez, sur cette discussion à propos d'assassinats extrajudiciaires, évidemment que c'est le procureur et le parquet. Pourquoi? Parce que c'est l'État français qui demande aux soldats de combattre. Va-t-on amener devant le tribunal des soldats français alors que l'État français leur a donné l'ordre d'aller combattre? Non, on n'imagine pas 2 minutes. On n'imagine pas 2 minutes. Alors, Général Trinquant, est-ce que ça aurait été différent justement sur l'aspect légal si la France avait reconnu cette opposition syrienne modérée, qui est une nébuleuse, on a un peu du mal à voir exactement ce que c'est, mais si elle avait reconnu cette opposition syrienne modérée comme étant un État,
en tout cas un représentant légal de l'État syrien, est-ce que là, ça n'aurait pas donné plus de légalité à notre action? Oui, mais comme vous le dites, nébuleuse. Où est cette opposition syrienne? Où est ce gouvernement transitoire? Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Sur quels critères? Finalement, vous réunissez 10 personnalités un peu connues dans un hôtel à Londres et vous décidez que c'est devenu l'opposition légale et que ça représente le gouvernement. C'est extrêmement difficile. Je crois qu'on est vraiment sur des situations. Il faut garder à l'esprit que Daesh a réussi son premier but, c'est de fermer la parenthèse des frontières que nous avions mis au Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Elle a fermé cette parenthèse. Et donc, il faut qu'on réfléchisse différemment. Et aujourd'hui, ils ont les cartes. Faisons attention de jouer les bonnes cartes. Et si nous revenons à l'état antérieur, c'est-à-dire au concert des nations de la Première Guerre mondiale, on va avoir quand même beaucoup de mal à combattre un ennemi qui s'en fiche pas mal. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Merci Patrick Beaudoin. Je pense qu'il faut s'adresser quand même à la société civile syrienne en difficulté, mais elle existe. On devrait prendre l'exemple un peu de la Tunisie. Et ça, et peut-être que ce qui est peut-être dommageable, c'est qu'il n'y ait peut-être pas de débat aussi, même au Parlement français, parce que finalement il y a une sorte de consensus dès qu'il s'agit d'opérations extérieures, il y a un consensus à l'Assemblée nationale. Peut-être faudrait-il aussi plus de débats. Merci beaucoup Patrick Beaudoin. Le mouvement de 2011, c'était bien la société civile, c'était pas Daesh à l'époque. Merci Général Trinquant d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. Et puis le second débat de la soirée sur France 24, nous allons parler de ces violences au Proche-Orient, en Israël, dans les territoires palestiniens. C'était aujourd'hui une journée de colère, c'était aussi, je vous le disais, une journée de violence. On en débattra avec nos invités à 19h30 après le rappel des titres. A tout de suite.